tout dans la société est fait pour déresponsabiliser l'individu. Parce que comme ça, il s'en remettra d'autant plus facilement à se mettre Big Brother, l'État, les médias, la voix du maître, hein, c'est vraiment ça, qui nous parle du matin au soir et sans lequel nous sommes perdus. Les puissances de conditionnement de la population, de divertissement de la population sont vraiment sans précédent. On n'a jamais eu affaire à une telle technique, à la suggestion par l'image, à la permanence de l'information. La vie n'a jamais été aussi dense pour nos pauvres petits cerveaux d'Homo sapiens. Et on a beaucoup de mal à dépasser ça. Aujourd'hui, l'éducation nationale, en général, la société, les parents modernes vont expliquer à leurs enfants, ils vont essayer de briser en quelque sorte leur système immunitaire. Donc faire rentrer dans les cerveaux disponibles de nos malheureux enfants les lieux communs du vivre ensemble et du pas d'amalgame et compagnie, mais ça va en faire des larves et ça va jamais en faire des hommes. Or, la mission d'un parent est de préparer des adultes à faire face à la vie. Il faut avoir ce courage, il faut avoir cette responsabilité de se regarder en face et de peut-être sauver ce qu'on peut encore sauver. Bonjour Laurent Burton. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes romancier et essayiste, ancien journaliste aujourd'hui repenti. Vous venez de publier votre 11e livre intitulé « Raisonnablement sexiste, remettre les hommes et les femmes à leur place » aux éditions Magnus. Un ouvrage qui vise à comprendre les hommes et les femmes, les ramener à leurs particularités et aspirations fondamentales pour mieux les réconcilier. Alors, un sujet assez éloigné de ceux que vous avez traités ces dernières années, notamment l'insécurité, l'immigration ou le rôle de l'État. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi de vous emparer de cette question des rapports entre les hommes et les femmes ? C'est un thème qui me taraude depuis très longtemps, sur lequel j'ai beaucoup de notes, et j'ai beaucoup réfléchi, observé et lu. Et donc je me dis depuis très longtemps qu'il faudra un jour que je fasse un livre sur cette question. D'autant plus que ces derniers temps, j'en suis venu à penser que l'individu n'était pas pour rien dans ce qui nous arrivait, dans notre situation, et que donc, quand on s'intéresse à son existence, eh bien cette question est évidemment assez centrale, c'est-à-dire se reproduire quand même, ça a sa petite importance dans la vie, notamment avec qui on se reproduit. Et donc à partir de là, je me suis dit, en voyant le féminisme, les discours médiatiques habituels, qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il y avait de la place pour ce sujet, car c'est un sujet aussi qui est assez bizarrement ignoré par les individus eux-mêmes, qui préfèrent se concentrer sur un tas de choses, la politique, leur petite passion, leur petite existence. Et celui-là, les questions de sélection du partenaire, de conjugalité, de vie de couple, passe un petit peu au second plan. On a assez peu de recul là-dessus, je trouve, en général. Donc, je me suis dit, allez, allons-y pour une sorte de manuel. Alors, avec mon style, hein, donc un petit peu caustique, un petit peu euphorisant, sur ces relations, sur l'impact du féminisme dans nos vies, sur l'impact du progressisme, le transactivisme, etc. Et avec, en finale, une petite partie de conseils pour le lecteur, pour qu'il se retrouve dans tout ça et ce que je peux lui suggérer comme piste d'amélioration, on va dire. Alors, vous écrivez d'ailleurs que jamais les hommes et les femmes n'ont été à ce point malmenés, ni séparés les uns des autres, par une époque qui semble jurer leur perte, une relation déjà difficile chaque jour, un peu plus empoisonnée, et vous ajoutez que l'évolution des rapports amoureux, des familles et des couples s'avère catastrophique. Alors, pourquoi les hommes et les femmes sont-ils particulièrement malmenés aujourd'hui ? Pourquoi les rapports entre les deux sexes sont-ils plus compliqués ? Je pense que les couples sont une structure fixe qui est problématique pour Big Brother, pour cette machine étatique, médiatique, culturelle, universitaire qui nous dirige en quelque sorte, qui a plus ou moins le monopole de l'information. Et les couples sont encore un noyau familial, le début d'un contre-pouvoir en quelque sorte, d'une association clanique qui peut encore résister à l'indifférenciation générale et au grand chacun pour soi complètement atomisé. Donc, en tout cas, ce que je constate, c'est que les couples, dans leur versant traditionnel,
c'est-à-dire un homme, une femme, dans l'idée de faire des enfants, sont ciblés par la production culturelle, par l'État, par l'éducation nationale. Il suffit de regarder les productions Netflix aussi, par exemple, pour la production culturelle en général, pour voir à quel point l'image du couple, de la famille traditionnelle, on peut regarder aussi n'importe quelle publicité, est attaquée. C'est devenu quelque chose de péjoratif et limite un relent fasciste de se comporter encore de manière traditionnelle. Donc on nous montre des couples alternatifs, des amours alternatifs, tout un tas de choses alternatives, du moment qu'on s'éloigne de ce modèle patriarcal, hétéronormé, enfin vous voyez, les qualificatifs péjoratifs qui peuvent se rapporter à ça. Donc ça pose question, on se dit pourquoi ça a lieu, est-ce que ça a une réelle importance, est-ce que le conditionnement médiatique et culturel change réellement le comportement de nos concitoyens, et comment s'en prémunir et désamorcer ça. Alors, dans votre livre aussi, vous parlez évidemment beaucoup du féminisme, que vous comparez à un dressage nuisible censé se substituer à notre cerveau, un grand rabaissement et même un holocauste psychique. Alors, pourquoi le féminisme est-il si néfaste selon vous? En quoi nuit-il à la gente féminine qu'il prétend pourtant libérer? Parce que justement, il veut libérer les femmes d'elles-mêmes, c'est-à-dire du fait d'être des femmes. En partant du principe que ça n'existe pas, que c'est une invention, la biologie est un concept patriarcal, encore une fois, normé, scandaleux, fasciste. Et donc, les femmes sont victimes de ce conditionnement. C'est pour ça qu'elles jouent à la marelle et qu'elles aiment bien le rose. Et plus tard, qu'elles vont choisir des métiers plutôt de secrétaire, comparativement à des métiers de pilote de ligne, par exemple. En gros, ça, c'est le discours dominant dans les grands médias aujourd'hui. Partons donc du principe que nous sommes tous des équivalents, des tables rases sur lesquelles on peut écrire les plus beaux poèmes, comme l'écrivit Mao, et que la seule chose qui l'empêche est un conditionnement de la société. Donc pour vaincre ce conditionnement, les forces progressistes, donc l'appareil d'État, les associations, la production culturelle, universitaire, etc., va tenter d'exercer une contre-pression pour libérer les femmes de la soi-disant emprise initiale. Et ce faisant, ça devient une injonction, c'est plus une libération, on vous dit vous ne devez pas faire ce que vous faites, parce que c'est pas bon pour vous, vous êtes victime, vous devez faire ce que nous, on pense que vous devez faire. Ça c'est bon pour vous, parce que nous on le sait, on a une vision du monde qui est très supérieure, donc pour votre bien, eh bien, vous allez faire ce qu'on vous dit, donc vous allez vous comporter davantage comme des hommes, vous allez essayer de les égaler dans leur choix de vie, de compétition sociale, de travail, de carrière, le comportement, la sexualité, etc. Vous devez devenir des hommes comme les autres finalement, pour prouver que vous n'êtes pas victime du patriarcat. Voilà, c'est ça qu'on appelle la libération. Et vous écrivez aussi que le féminisme a peu à peu élargi sa grille de lecture marxiste jusqu'à nier nos différences innées, en postulant l'égalité non de droit mais d'aptitude et d'aspiration entre les sexes. Et vous poursuivez en disant que comme tous les mouvements de libération, l'ordre socialiste commence par de bonnes intentions et se termine en police des mœurs, planification et tyrannie. Quels sont les liens qu'entretient le féminisme avec l'idéologie marxiste et le socialisme pour vous? C'est ce principe de départ selon lequel nous naissons tous égaux. Pas seulement en droit, mais en talent, en aspiration, en motivation, en capacité, etc. Donc nous sommes exactement identiques. Et si il s'avère que certains réussissent mieux que d'autres, c'est forcément donc des tricheurs, qu'il y a eu quelque chose qui les favorise, qui se sont associés, qui ont empêché les autres. Et ça, c'est vraiment le postulat socialiste de départ, le postulat égalitaire. Donc ça implique une action, la plupart du temps de l'État, une action de coercition pour rétablir l'équilibre. C'est-à-dire si eux ont plus, on va leur prendre un peu plus, on va distribuer aux autres, on va se substituer à l'injustice dont ils sont censés être à l'origine, les individus. Et le féminisme part exactement de la même logique. Les hommes et les femmes ne mènent pas les mêmes existences, n'ont pas les mêmes revenus, ne font pas les mêmes choses. C'est un scandale et pour y remédier, l'État va tout mettre en œuvre. Il y a des plans des ministères du droit des femmes, des plans de je sais pas quoi, et surtout une forte pression sociale qui va peser sur les individus. On va faire comprendre
à madame traditionnelle qu'elle ferait bien de faire ce qu'on attend d'elle, si elle veut être une vraie femme féministe, fière, forte, empouvoirée, comme on dit. Et elle va se sentir cette obligation, puisque dans son groupe social, la plupart du temps, en plus dans les classes assez supérieures de la société, c'est très important de se conformer à son groupe social, au jugement de ses pairs. Et comme toutes les autres ont tendance à adopter cette vision, à se revendiquer du féminisme, eh bien ce serait très indélicat de ne pas le faire à son tour et de ne pas jouer ce grand jeu de dupes où la plupart des femmes perdent. Moi, je ne dis pas du tout que les femmes ne doivent pas faire de carrière, mais je dis juste, elles font ce qu'elles veulent. C'est ça, la vraie liberté serait celle-là. Et là, malheureusement, c'est pas ça l'objectif. Simone de Beauvoir disait, si on donne le choix aux femmes, vous allez voir que majoritairement, elles vont choisir de rester à la maison pour élever les enfants. Donc il faut les forcer à faire l'inverse. Elle l'a dit explicitement. Si on considère que ça, c'est la libération de la femme, c'est qu'on ne pense pas tout à fait comme moi je pense. Ce que vous expliquez aussi qu'en cherchant à transformer les femmes en hommes, c'est-à-dire à les réduire à une conception masculine du pouvoir, le féminisme nie la particularité du pouvoir féminin, un pouvoir dont vous dites que s'il est moins spectaculaire et reconnu, il est pourtant mieux aiguisé, plus réel au quotidien que celui de leurs homologues masculins. Alors quelles sont les spécificités du pouvoir féminin et de quelle manière justement les femmes exercent-elles leur influence propre sur la société ? C'est vrai que le féminisme, quand il va parler d'inégalité, va toujours se baser systématiquement sur des valeurs masculines, la compétition sociale, le travail, l'argent, les revenus, le statut. Et ça, c'est très masculin. Les hommes se livrent entre eux une compétition pour celui qui aura la plus grosse, pas seulement la voiture, les revenus, le statut. Il veut être en haut parce qu'il sait que c'est plus ou moins inconscient, mais en tout cas, c'est quand on est en haut, quand on a ce pouvoir, qu'on a justement les bonnes grâces de ces dames. Donc c'est une compétition sexuelle de base, ce sont elles qui mènent la sélection, donc elles sont un petit peu responsables de ça aussi, mais elles, leur pouvoir, la plupart du temps, ne s'exerce pas de la même manière. Il est beaucoup plus axé sur le clan, sur l'influence réelle, la proximité au quotidien. Peu d'individus ont sur une famille autant de pouvoir qu'une mère, qu'une grand-mère. Malheureusement, ce pouvoir-là est complètement ignoré, voire dénié par les féministes, parce que c'est encore la femme dans la cellule familiale, on va réduire ça à des commérages, à des intrigues psychologiques, alors que c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus liant et indispensable pour un clan humain, alors que l'homme, lui, ce sera sur l'extérieur. Sa compétition, elle est souvent pas dans le foyer. Dans le foyer, en général, monsieur replie toutes ses prétentions et marche au pas, en général. Et à l'extérieur, évidemment, il peut se la raconter, il peut faire tout ce qu'il veut, mais dans le foyer, c'est souvent la madame qui porte la culotte, comme on dit. Et ce pouvoir, malheureusement, est complètement ignoré et même est plutôt rabaissé, délégitimé par le féminisme ambiant. Plutôt que de voir une spécificité féminine intéressante, eh bien non, elle devrait plutôt s'aligner, passer toute sa jeunesse sur des tableurs Excel ou dans des usines de production pour acquérir une valeur sociale. Mais sauf que ça, tout le monde s'en foutra, puisque les hommes, eux, ne visent pas spécialement des femmes de haut statut social. C'est pas ça qui les intéresse. Oui, effectivement, parce que vous revenez aussi sur les aspirations et les motivations des hommes et des femmes dans la sélection de leurs partenaires. Et vous parlez notamment pour les femmes du concept d'hypergamie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie ? Alors, simplement, les hommes, j'allais même dire les mâles, les femelles dans le règne animal, se caractérisent par une différence qu'on appelle l'anisogamie, c'est-à-dire la différence entre les gamètes. Les gamètes masculins sont abondants, nous c'est les spermatozoïdes, sont abondants et très peu coûteux, et les gamètes féminins, les ovules, sont très rares et très chers.
À partir de là, l'accès à l'ovule va être très sévèrement réglementé. Donc il y a une sélection sexuelle qui est féminine. Et on l'observe chez la plupart des espèces vivantes sexuées, par exemple même chez la mouche du vinaigre. Darwin avait remarqué ça, que les mâles mouches du vinaigre étaient beaucoup plus disposées à la chose que les femelles, parce qu'elles ont intérêt à contrôler, sinon elles n'ont aucune valeur biologique. Mais monsieur, lui, c'est moins vrai. Monsieur peut se permettre d'être beaucoup plus désirable, et madame doit tempérer ses ardeurs. En gros, c'est schématique, mais c'est à peu près comme ça que ça se passe. Donc à partir de là, monsieur doit, pour avoir ce fameux accès à madame, faire montre de tout un tas. C'est le pan mâle qui fait la roue. Et là, c'est un petit peu pareil. Monsieur, il doit avoir le statut, la voiture, tout ce qui va avec, le comportement, la prévenance, la bienveillance, etc., la carte de crédit, tenir la porte et tout ce qui s'ensuit. C'est très schématique, mais ça a une réalité vraiment très profonde. Et donc, madame a ce pouvoir de sélection du partenaire, de sélection sexuelle, et c'est pour elle que les hommes vont s'entretuer, vont faire des cathédrales, vont faire tout ce qu'on peut imaginer pour... alors, évidemment, c'est inconscient, ils le font, ils ne savent pas pourquoi ils le font pour le pouvoir, mais c'est ce pouvoir qui leur donnera la visibilité chez l'agent féminine. Et comme le but du jeu est la reproduction, eh bien, ceux qui se reproduisent dans des meilleures conditions, donc les hommes de statut très élevé, les femmes, elles, qui sont choisies par les hommes beaucoup plus sur des critères purement physiques, elles doivent être jeunes, elles doivent être jolies, ça traduit un bon état du génome, ça traduit une fertilité probable. Et à partir de là, comme cette sélection a lieu, eh bien, normalement, au bout du compte, on se retrouve avec davantage d'hommes qui vont chercher le pouvoir, le statut, et davantage de femmes qui vont chercher la beauté, et voilà. C'est pour schématiser nos différences en matière d'aspiration. Et à partir de là, évidemment, il y a des comportements très différents qui en découlent, des stratégies de séduction très différentes, et beaucoup d'incompréhension entre les deux mondes. Alors, vous consacrez aussi plusieurs pages à la question de la parité et des inégalités, en particulier les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Et vous dites que l'écart salarial à compétence égale est un mythe permettant de justifier la propagande féministe. Alors pourquoi est-ce qu'il s'agit d'un mythe selon vous, et en quoi les inégalités salariales sont-elles instrumentalisées par le féminisme ? Alors l'écart salarial à compétence égale est un mythe parce que les compétences égales n'existent pas déjà. Il y a personne qui est exactement comparable à une autre personne, même si ils ont les mêmes diplômes, même si, je sais pas, ils ont le même prénom, la même tête, j'en sais rien, il y a toujours des différences. Ils n'auront jamais exactement la même volonté, ils n'auront jamais exactement les mêmes capacités, la même sympathie, enfin, il y a tout un tas de critères qui vont entrer en jeu, qui font que nous sommes tous uniques et différents. Il paraît que c'est une force et une chance et une richesse, mais encore une fois, là malheureusement, c'est pas sur ce plan-là qu'on est. Le féminisme est égalisateur, pour pas dire plus. Il veut absolument que tous les groupes soient rigoureusement égaux. Donc il va faire la moyenne des salaires de tous les revenus masculins, la moyenne de tous les revenus féminins, et dire regardez, c'est pas pareil, c'est bien la preuve, mais sauf que peut-être les hommes travaillent plus. Ça paraît curieux, c'est une vérité scientifique. Les hommes ont une productivité plus importante, travaillent plus d'heures. Les femmes la plupart du temps, préfèrent un travail, souple, aménageable, se garder du temps pour les relations sociales, sans parler évidemment de cette différence quand même majeure, quand il y a un enfant qui arrive, c'est pour elle les 9 mois de grossesse et toutes les conséquences, et l'enfant à gérer, etc. Donc forcément, ça va créer des différences. Comme les hommes, eux, sont obsédés par la compétition sociale, leur moyen de se distinguer, ils vont s'investir beaucoup plus, faire beaucoup plus de sacrifices dans le travail. Ce que je disais, il y a des aspirations différentes, il y a des différences profondes intellectuelles entre les hommes et les femmes, en moyenne, une fois de plus. Les hommes auront beaucoup plus d'attrait pour, par exemple, les disciplines systémiques, l'ingénierie, ce genre de choses. Je parlais des tableurs Excel. Il y a assez peu de femmes qui sont prêtes à sacrifier les 10 meilleures années de leur jeunesse à l'apprentissage des tableurs Excel ou du codage informatique ou de ce genre de trucs. On va dire, c'est caricatural, il y a des femmes qui le font. Oui, il y a des poissons volants. C'est pas des modèles du genre. Et ça ne remet pas en cause des statistiques générales.
Et à partir du moment où vous avez ces tendances un petit peu différentes, on pourrait parler de sport aussi, on le voit bien, il suffit de regarder le sport à la télé, on voit qu'il y a des différences, que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes performances. Donc ça crée des différences de revenus, des différences d'exposition, il y a moins de... c'est des questions économiques, hein, il y a moins de gens qui sont prêts à payer pour voir du tennis féminin. Alors on peut décider que les prix sont les mêmes, mais du coup on ne se base plus sur des critères économiques. C'est un petit peu ce que veulent faire les féministes, de dire il faut plus payer les femmes. Et il faut... Si, je sais pas, il n'y a pas assez de femmes qui sont ingénieures à la NASA, il faut créer un quota pour qu'il y en ait 50-50. Ça pose plusieurs problèmes. Ça veut dire qu'on va dire à des hommes compétents « Désolé, mais vous êtes un homme, c'est un problème, il faut plus de femmes, donc vous êtes compétent, mais vous vous dégagez. » Et à contrario, des femmes qui étaient moins compétentes seront promues à leur place. Donc il y aura une suspicion, quand vous verrez une femme qui travaille à la NASA, vous allez vous dire « Oui, alors c'est quota ou c'est compétences ?» Et ça va jeter une suspicion sur l'ensemble des femmes qui réussissent. Par exemple, je cite Marie Curie, ou bien d'autres, Judith Polgar, la joueuse d'échecs, enfin il y en a des quantités d'exemples, Hélène MacArthur, la navigatrice, qui vont supplanter toutes les femmes dans leur domaine et supplanter énormément d'hommes. Et elles, on leur a pas dit attendez, il y a un ministère du droit des femmes, on va vous aider, il y a des quotas. Non, elles se sont démerdées. Et c'est ça qu'on doit faire. Les hommes aussi ont des rivalités très fortes à gérer. On parle souvent des grands artistes en disant les femmes, elles sont empêchées parce que c'est des femmes. Les hommes qui ont réussi, qui ont marqué l'histoire, la plupart du temps, ils avaient une adversité assez féroce. Et c'est comme ça, justement, qu'ils se sont faits et qu'ils ont réussi. Donc, plutôt que de toujours trouver des excuses et d'aller dans le côté victimaire et de promettre à celui qui pleurera le plus fort plus de récompenses et de salaire, il faut simplement dire à chacun, ben voilà, c'est une compétition, si vous voulez exister, démerdez-vous. Mais vous n'êtes pas obligé de jouer cette compétition, vous pouvez faire autre chose. Est-ce que vous soulignez aussi qu'il y a des différences, alors vous avez parlé des différences physiques, notamment qu'on voit dans le domaine sportif, mais vous montrez aussi qu'il y a des différences cognitives, donc là qui sont, vous appuyez sur plusieurs études scientifiques. Pour les tests de QI, on voit que les hommes et les femmes ont une intelligence tout à fait similaire, mais qu'en revanche la distribution n'est pas du tout la même. Oui, en fait il y a une variabilité masculine qui est plus grande. Ça veut dire que les femmes sont plus moyennes, on va dire, elles sont moins nombreuses à être extrêmes, d'un côté comme de l'autre. Du côté des très peu doués et du côté des très doués, par contre, il y a plus d'hommes, dans les deux cas. C'est comme ça, le cerveau masculin est bien plus sensible aux mutations génétiques, il est beaucoup plus variable. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de déchets. La plupart des prisonniers, des marginaux, des garçons en échec scolaire, des enfants en échec scolaire sont des garçons, sont des hommes. Et de l'autre côté, la plupart des rares génies extrêmement brillants dans leur discipline sont aussi des garçons. Et plus on se déplace vers les extrémités, plus la proportion d'hommes dépasse la proportion de femmes. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais de trouver une femme qui soit à la fois obsédée par les calculs systémiques et qui ait à la fois une intelligence incroyablement supérieure et une volonté de sacrifier toute sa vie à exister dans un tel domaine, devient très rare. Et on peut le constater, je sais pas, par exemple aux échecs, dans tout un tas de domaines purement intellectuels qui demandent beaucoup de travail et beaucoup d'apprentissage, de capacité de calcul. Eh bien que, rien à faire, les faits sont têtus, les hommes sont toujours devant, en tout cas dans les extrêmes. C'est exactement ce qu'on constate pour le sport. Pour le sport de haut niveau, c'est la même chose. Vous pouvez faire courir les meilleures femmes du 100 mètres, les meilleurs hommes du 100 mètres, vous pouvez les faire courir des milliers de fois, les hommes domineront toujours très largement. C'est comme ça. Pour autant, est-ce qu'on se dit que c'est scandaleux et qu'il faut handicaper ceux qui réfléchissent trop, je sais pas, en leur donnant du Valium, ou je ne sais pas ce qu'on pourrait faire pour corriger cette injustice, mais on peut simplement admettre que voilà, il y a des exceptions, et plutôt que de chercher des explications fallacieuses qui vont accuser les uns d'être des tricheurs, de bénéficier du patriarcat ou je sais pas quoi, et les autres d'être des victimes empêchées, de la tyrannie, oppressées, machin, peut-être on peut simplement admettre qu'il existe des différences. Et si celui qui est scandalisé par ça et veut prouver qu'elle n'existe pas, bien, libre à lui de le faire.
Mais par contre, demander l'usage de la force publique pour le faire, c'est signe qu'on est un peu moins sûr de soi. Et c'est tout le drame, malheureusement, du socialisme. Oui, donc pour vous, finalement, il est illusoire de nier ces différences, ces inégalités, ou ces différences aussi, ces différences d'aspiration. Il vaut mieux les accepter. Ah oui, bah complètement. Enfin, alors, on nous répète depuis des années quand même, nos différences, c'est une richesse. D'accord. Et là, on les voit, elles sont là, on peut prendre des photos. Et non, on va dire, oui, mais ça nous conduit à rejeter perpétuellement le beau, le grand, l'exploit, celui qui sort du rang, à dire, oui, d'accord, mais c'est un homme, il est blanc, il bénéficie d'un contexte favorable, etc. Enfin, ça n'a aucun sens de faire ça. On peut admettre que certains sont bien meilleurs que nous serons jamais, et qu'ils le doivent, je sais pas, à leur particularité. Moi, je pense que c'est une vision qui est plus appréciable, qui est plus optimiste du vivant que celle qui consiste à dire que tout est triche et privilège et machin, et qu'il faut que la force publique égalise tout ça. Après, voilà, chacun sa vision du monde. Alors vous revenez également dans votre livre sur la promotion de la libération sexuelle, érigée finalement en nec plus ultra de la liberté féminine. Vous parlez notamment d'une forme de démocratisation de la luxure. Alors, quelles sont les principales conséquences de cette libération sexuelle pour les femmes, mais aussi pour les hommes et puis pour la société en général? Alors, j'avais dit, il y a cette différence de comportement par rapport à la sexualité entre les hommes et les femmes, qui est due à nos différences biologiques fondamentales. On peut observer ça chez la plupart des espèces animales. Et ça encore, c'est inacceptable pour cette idéologie égalisante. Donc il fallait que, déjà on s'est dit, bon, si les femmes ne se comportent pas sexuellement comme les hommes, c'est qu'elles sont victimes du conditionnement, je sais pas, de l'église, du patriarcat, de machin, de tout un tas de choses horribles. Et donc il faut les affranchir de ça. Donc il faut qu'elles apprennent à se comporter sexuellement sans conséquence. Comme Netflix l'explique fort bien d'ailleurs, Netflix ou le planning familial ou je sais pas quoi, ou enfin tout un tas de choses très à la mode. Donc l'adultère est une très bonne chose, c'est libérateur. Garder encore une fois une vie conjugale traditionnelle avec des notions périmées comme la fidélité, c'est très antiféministe. Donc on fait bien passer ce message en expliquant, voilà, soyez libre, allez sur Tinder, amusez-vous, ça n'aura pas de conséquences. Sauf que voilà, le problème c'est qu'il y a une biologie et nous avons un programme très profond. La réputation est absolument vitale dans ce que nous sommes. De ça dépend notre estime de nous-mêmes, dépend tout un tas de choses. Donc notre comportement en réalité a des conséquences. Et je pense que certains hommes ont été assez habiles dans ce schéma. Ils ont inventé le libertinage par exemple. Je pense que le féminisme rejoint un petit peu ce schéma, c'est-à-dire qui consiste à dire si on est un peu au-dessus, moralement au-dessus du lot, on peut se comporter un peu comme on veut. Et voilà, c'est même une bonne chose pour prouver notre appartenance à une forme de supériorité morale. Donc, émancipez-vous et en gros, couchez avec moi. C'est un petit peu ça que ça veut dire, c'est simplifié, mais mai 68, c'était à peu près l'idée aussi. C'est de dire, attends, si tu couches pas avec moi, t'es pas vraiment libre. Donc, certains hommes dans ces milieux ont beaucoup fait pour dérouler ces agendas. C'est un petit peu les producteurs très progressistes à la Harvey Weinstein et compagnie, qui n'étaient pas féministes sans arrière-pensée, je pense. Et ce mouvement fait beaucoup de mal puisque des jeunes femmes, encore une fois, elles ont tendance à suivre le mouvement, à faire comme les autres, à voir dans les héroïnes des séries Netflix des modèles en se disant que leur vie à la con est un peu triste et que il faut pimenter tout ça, sauf que voilà, l'acte sexuel, comme je l'ai dit, a des conséquences très lourdes en termes de réputation, en termes d'estime de soi, et qu'une fois que c'est fait, on ne peut pas trop revenir en arrière, on ne peut pas dire j'aimerais annuler cette partie-là, non, c'est comme ça, on ne peut pas échapper à ce genre de choses. La réputation, effectivement, elle dépend du jugement des autres, mais ça encore, c'est une illusion de penser qu'on peut s'affranchir de ça. Nous sommes des animaux sociaux. La réputation d'une femme ou d'un homme est évidemment cardinale. Et comme disait un auteur anglais,
certains n'osent pas se suicider parce qu'ils ont peur de ce que vont dire leurs voisins. Il y a du vrai là-dedans, c'est-à-dire on est vraiment tenu par ça. On n'est pas hors tout comme voudraient nous le faire croire ces fameux marxistes, féministes, qui tendent vers le transhumanisme, puisque quand même on nous explique que l'homme est finalement dépassé et que s'il prête attention encore à ses errances de comportement, c'est qu'il est un petit peu attardé et qu'il est temps qu'il s'affranchisse de tout ça pour son bien, les slogans de mai 68, il faut jouir, il faut jouir sans contrainte. Mais il y a un problème là dans l'énoncé, c'est-à-dire que nous sommes des animaux domestiques, nous sommes attirés par la récompense, par la jouissance à court terme, mais tout ça a des conséquences très profondes sur ce que nous sommes, sur encore une fois, notre réputation. Et même si on vous explique, vous n'êtes responsable de rien, l'État va s'occuper de tout, c'est pas grave, rien n'est grave, eh bien si vous avez de l'ambition, si vous envisagez d'avoir l'estime de vos compatriotes, de vos pairs, donc de compter, donc d'avoir de l'influence, eh bien il faut que vous fassiez attention à votre comportement. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Oui, mais vous dites aussi dans votre livre que les sanctions légales et religieuses qui existaient, qui se venaient sanctionner justement les comportements jugés anormaux, entre guillemets, ont quasiment disparu. Donc l'adultère notamment n'est plus répréhensible pénalement. Et vous dites que ces sanctions sociales dont vous parlez tendent à s'estomper, c'est-à-dire que la notion de réputation, qui effectivement était très importante, aujourd'hui n'a plus la même importance et tend même finalement à s'effriter. Oui, tout dans la société est fait pour déresponsabiliser l'individu. Parce que comme ça, il s'en remettra d'autant plus facilement à se mettre Big Brother, l'État, les médias, la voix du maître, hein, c'est vraiment ça, qui nous parle du matin au soir et sans lequel nous sommes perdus. Et on pense que d'ailleurs, il va résoudre tous nos problèmes à notre place. Et il y a une déresponsabilisation fondamentale de l'individu dans nos sociétés, où on lui explique que rien n'a de conséquences, que s'il y en a, on va s'en occuper, que s'il fait un enfant avec n'importe qui, l'État va le prendre en charge, que s'il n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins, les autres vont payer la note. Et finalement, on fait beaucoup de mal à la société, puisque les comportements les plus inconséquents sont récompensés par ces aides, par ce discours général. Et finalement, il devient moins payant d'être responsable, puisque celui qui est responsable, il va payer les pots cassés, il va se faire racketter par l'État du matin au soir aussi, et en plus de ça, il sera vu comme quelqu'un de rétrograde et d'abominable. Donc tout concourt à libérer la société de son résidu d'autodiscipline et à la livrer tout entière à la domestication. Alors vous dites aussi que le féminisme s'apparente à une constante chasse à l'homme et que les hommes qui sont sommés de participer à leur déconstruction et de se départir de leur masculinité jugée toxique souffrent d'une image particulièrement dépréciée et même d'une forme de déclassement. Alors comment est-ce que les hommes s'adaptent face au féminisme et quelles sont les conséquences finalement de cette idéologie sur leur comportement ? Oui, les hommes sont refoulés, hein, comme je l'écris dans le livre. On leur explique que tout ce qu'ils sont, toutes leurs caractéristiques, même les plus caricaturales, sont toxiques. La masculinité est toxique, la virilité est un fantasme. On a vu des centaines de bouquins là-dessus et d'émissions sur Arte, avec tout un tas de psychologues à cheveux bouclés qui nous ont expliqué ça. Très bien. Donc, l'homme se déconstruit, en particulier celui qui va vivre dans des milieux urbains, branchés, dans des groupes sociaux très au courant de ce qui se passe, de la dernière mode progressiste. Et donc la déconstruction, littéralement, c'est moins de muscles, on arrête la viande rouge, la trottinette c'est mieux que le pick-up, etc. Là c'est caricatural, mais c'est un processus qui vise à vraiment essayer d'enlever à l'homme tout ce qu'il pouvait avoir de masculin. Encore une fois, même si c'était des vertus caricaturales, même le courage, peut-être la bêtise parfois face au danger, la prise de risque, cette fameuse quête de statut social, là maintenant, l'homme déconstruit doit assumer un rôle beaucoup plus traditionnellement féminin des choses. Il doit montrer
Comme il est un homme, il est encore plus coupable, surtout s'il est un homme blanc. Donc il doit passer son temps, pour justifier son existence et le fait qu'il ne mette pas fin à ses jours, eh bien il doit passer son temps à se flageller, à expliquer à madame qu'elle est tellement mieux que lui, que les minorités c'est pareil, etc. Et lui, il ne fera pas d'enfant, il va acheter un slip thermique de contraception. Et en tout cas, il va, enfin, littéralement, il va utiliser tous les moyens de suicide par procuration qui sont à sa disposition pour se faire plus petit qu'il n'est. Et il y a dans tout l'Occident cette chute des taux de testostérone qui semble confirmer que l'effet est bien enclenché. Alors on ne sait pas si c'est dû à ce conditionnement culturel, si c'est dû aux perturbateurs qui sont présents partout dans notre vie courante. En tout cas, il y a un effet massif, et la testostérone, elle a quand même cette propriété de rendre indocile. Il suffit d'observer un bœuf et un taureau, on verra assez vite la différence, pas seulement en termes de masse musculaire, mais surtout de caractère. C'est plus difficile de mener le taureau comme on veut, et bien c'est un petit peu la même chose avec l'être humain. Il y a ce côté très primaire et primitif. Un animal qui n'est pas castré, qui produit normalement de la testostérone, il est plus difficile à dresser, à faire marcher la baguette. Donc quelque part, ça doit faciliter les choses pour ceux qui sont aux affaires. Je ne dis pas que tout ça est contrôlé par des chemtrails, machin, qui nous lanceraient des agents castrateurs, mais en tout cas, le problème n'est pas du tout pris au sérieux. On voit pas vraiment, c'est pas grave. C'est même au contraire, si ces messieurs comprennent enfin qu'il faut renoncer et se couper ce qui leur reste, eh bien, à la limite, tant mieux, ça va dans le bon sens. Donc cette idéologie ne s'en prend pas qu'aux femmes, elle veut faire des femmes des hommes comme les autres, mais aussi réduire les hommes à néant. Et l'étape suivante étant le transactivisme, qui considère que l'un est l'autre, que ça n'existe pas vraiment, qu'il y a 48 genres possibles, voire une infinité, et que l'indifférenciation doit vraiment se matérialiser, se concrétiser physiquement. Vous parlez aussi beaucoup des couples dans votre livre, notamment de ceux que vous appelez les couples rares, qui sont constitués d'hommes et de femmes dont vous dites qu'ils sont portés par l'amélioration d'eux-mêmes, qui ne se dopent pas d'illusions, mais ont au contraire une vision lucide et acérée du réel. Et vous soulignez que le véritable acte d'amour est de se donner sans fin à l'amélioration de soi. Alors, en quoi le souci permanent d'amélioration de soi est-il finalement le garant d'une union réussie selon vous ? Voilà, donc ça c'est pour rappeler aux irresponsables que nous sommes tous devenus, que c'est très bien de toujours voir la paille dans l'œil de l'autre, de se dire que c'est pas moi, c'est Macron, c'est le voisin, si mon couple va pas, c'est forcément à cause de l'autre, et de se dire c'est peut-être qu'on est une partie du problème dans tout ça. C'est une philosophie très générale qui est la mienne et qui consiste à dire à l'individu si vous subissez ce qui se passe, peut-être que vous n'avez pas fait suffisamment pour vous y opposer. Et c'est exactement de là où on doit partir dans un couple. Si on n'est pas satisfait, si on estime que l'autre peut nous trahir, ou on a marre de nous, ou ne supporte plus notre tête le matin avant le café, eh bien peut-être qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, qu'on n'a pas été à la hauteur de la promesse initiale. Parce qu'au début, vous savez, c'est les grandes promesses. Monsieur est prêt à raconter à peu près n'importe quoi pour arriver à ses fins, sauf qu'après, dans la durée, si on veut que l'estime réciproque soit toujours flatteuse, eh bien, il faut quand même faire quelques petits investissements à long terme. Et ça commence évidemment par l'amélioration perpétuelle de soi. Ça ne jamais s'arrêter en route. Se dire, là c'est bon, il y a les 3 gosses, il y a la BMW dans le garage, la pelouse est bien tendue, pantoufles et fauteuils, et c'est fini. Les jeux sont faits. Et je vais regarder Motus, et voilà. Non, il faut toujours chercher à faire mieux, qu'on soit monsieur ou qu'on soit madame, pour soi évidemment, mais aussi pour que le couple en bénéficie pleinement. C'est un petit peu l'idée des couples rares, qui sont malheureusement trop rares. Oui, ce que vous dites que finalement de nos jours aussi, les couples se forment
souvent pour échapper à la solitude et puis affronter à deux les angoisses de la vie, mais sans véritable projet derrière. Oui, c'est ça, c'est la vie en général dans les sociétés modernes, c'est-à-dire qu'on fait parce que les autres le font et on réfléchit plus au sens qu'il y a derrière. On se met en couple et oui, les enfants, on y pensera après quand on aura le temps entre deux réunions. Et c'est comme ça, enfin, on fait un travail parce qu'il faut faire un travail sans réfléchir à cette... la vie c'est court, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de normalement, hein, ça recommence pas après. Donc peut-être il faudrait s'arranger pour pas la rater totalement. Donc voilà, il faut se poser les bonnes questions, il faut réfléchir profondément à ce que nous sommes, à pourquoi nous sommes là, ce qu'on veut laisser. La seule manière de laisser quelque chose d'ailleurs, c'est justement de trouver quelqu'un pour de pas trop foutu pour partager nos gènes avec lui et donc nous transmettre. Littéralement, c'est la transcendance biologique de ce que nous sommes, c'est la manière de faire en sorte que la vie survive à la mort, la nôtre. Ça, faut y penser peut-être un petit peu. Et malheureusement, aujourd'hui, encore une fois, c'est pour ça que j'écris ce livre, c'est que je vois que les gens font, les gens sont, et réfléchissent extrêmement peu aux conséquences de leurs actes. Et certains font des enfants n'importe comment avec n'importe qui, de la même manière que certains ne le font pas. C'est qu'il n'y a plus beaucoup de réflexion à long terme, malheureusement. La récompense à court terme prédomine, et l'inconséquence qui va avec. Elle est compensée par l'État, par tout un tas de mécanismes, malheureusement, et je pense que ça aggrave le phénomène. Oui, parce que vous relevez d'ailleurs qu'en 2022, la France a enregistré son nombre de naissances le plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, une tendance d'ailleurs qui se poursuit en 2023. Vous évoquez le phénomène du No Kids importé des États-Unis, et vous soulignez qu'à la réflexion personnelle concernant le choix de faire ou non un enfant, s'ajoutent désormais des pressions extérieures, notamment liées à l'écologie ou au climat. Alors que dit cette baisse historique de la natalité de l'état de notre société, et que peut espérer finalement une société qui refuse d'assurer sa descendance ? Oui, si Jean Célestin, il va vous dire qu'il est éco-anxieux et que donc il ne veut pas se reproduire parce que ça va tuer des ours, parce qu'il y a un bilan de carbone qui est encore plus criminel que le steak haché. Voilà, il mange son tofu, il fait pas d'enfants, slip thermique, terminé. Et il pense qu'il fait une œuvre salutaire à la planète. Je pense qu'il y a une forme de vernis aussi pour justement ne pas assumer les responsabilités d'avoir un enfant dans un monde de jouissance pure. Les enfants, ils font du bruit, il faut changer les couches, ça implique des responsabilités épouvantables. Et on veut simplement pas s'embêter avec ça. C'est beaucoup mieux de passer des soirées entre amis ou, je sais pas, de se passionner pour sa carrière ou ses hobbies. Il y a beaucoup voilà, on voit bien que enfanter n'est vraiment pas du tout la préoccupation de notre époque. Les productions culturelles qui en sont le reflet ne valorisent quasiment jamais ce genre d'actes. Les couples sérieux avec des enfants, ça n'existe pas. Dans les publicités, on se fout toujours de leur poids allègrement. Voilà, à la rigueur, si on veut faire des enfants, il faut se métisser, quand même, qu'il y ait une valeur ajoutée. En tout cas, oui, il y a une tendance très très préoccupante à un effondrement de notre démographie qui n'est même pas compensé par l'immigration de quantité. Pourtant, croyez-moi qu'on fait vraiment tout ce qu'il faut pour compenser. Donc, le peuple, de lui-même, accepte son remplacement par d'autres personnes. Voilà, c'est un constat très clair. On ne connaît pas précisément les raisons de cette chute. On ne sait pas si c'est la chute de l'Église, la chute de l'État, la chute de notre déclin anthropologique propre, le côté jouisseur. Il y a plein de facteurs explicatifs possibles. En tout cas, c'est ce qui est en train de se produire sous nos yeux. Voilà. Donc, et moi, je pense malheureusement que notre population, notre peuple, avait quelque chose à défendre dans notre civilisation. Et seule une civilisation comme la nôtre pouvait, je pense, affronter les défis qui l'attendent, plutôt que de renoncer, d'abandonner la partie comme ça à d'autres. Et qu'est-ce que vous pensez justement de ceux qui prônent le recours à l'immigration face à cette érosion de la natalité française pour assurer l'avenir démographique du pays? Est-ce que c'est une solution qui vous paraît adaptée? Non, moi je pense que l'immigration de quantité que nous connaissons est catastrophique à peu près tous les niveaux, en termes de conséquences, en termes de sécurité, d'effondrement du capital social, de liens de confiance des individus entre eux,
économiques, j'en passe vraiment. J'ai déjà écrit là-dessus dans La France Orange Mécanique, La France Big Brother, La France Interdite, sur les conséquences de cette immigration. Pour les femmes en particulier, c'est absolument désastreux, c'est une régression fondamentale. Les femmes ne peuvent plus s'habiller comme elles veulent, ne peuvent plus sortir comme elles veulent, ne peuvent plus faire ce qu'elles veulent sans être toujours cette menace permanente de harcèlement, ces injonctions à s'habiller de telle ou telle façon. On a énormément à perdre là-dedans, à commencer par les dames. Et moi, j'ai cette faiblesse de croire que notre civilisation, notre expression culturelle dépend étroitement de notre peuple, de ce que nous sommes biologiquement, et que donc remplacer ce que nous sommes par le tiers-monde, eh bien, ne va pas faire une version de la France améliorée avec des habitants du tiers-monde, mais va simplement refaire du tiers-monde. C'est un discours qui est peut-être dur à entendre et qui ne sera pas vu à France Télé, mais c'est le mien et je pense qu'on commence malheureusement à le mesurer en temps réel depuis pas mal d'années. Alors peut-être on va comprendre trop tard. C'est pour ça que je lance des avertissements à ce sujet. J'espère que nos compatriotes ont déjà compris et maintenant il faut qu'ils réussissent à passer le message à nos élites qui pour l'instant, je ne sais même pas s'ils voient l'iceberg qui arrive. À la fin de votre livre, vous parlez aussi du rôle des parents dans l'éducation de leurs enfants. Une éducation dont vous dites d'ailleurs qu'elle est surévaluée et trop souvent synonyme de dressage, de bourrage de crâne, c'est-à-dire de stérilisation de l'âme. Et vous insistez sur le fait que la véritable mission des parents est d'amener leur progéniture vers l'âge adulte, notamment en leur enseignant le caractère. Alors en quoi la formation du caractère est-elle finalement la principale des missions des parents vers leurs enfants ? Alors ça, c'est vraiment pareil, quelque chose de très très important. Aujourd'hui, l'éducation nationale en général, la société, les parents modernes vont expliquer à leurs enfants, ils vont essayer de briser en quelque sorte leur système immunitaire. En leur disant, tu dois être tolérant, tu dois être bienveillant, tu dois être toujours, si ça va pas, tu vas dire à la maîtresse, ou tu préviens la police, etc. Jamais par toi-même, en quelque sorte, tu vas toujours devoir te soumettre. La tolérance, c'est ce qu'a recommandé Brigitte Macron suite au fait qu'un prof s'est fait égorger à Arras. La tolérance, c'est endurer une situation qui est désagréable. Donc en quelque sorte, on le prépare à cuire dans sa marmite, surtout sans qu'il réagisse. Parce que ça, ce serait dommage quand même. Ce serait une contrevenir à l'ordre établi, c'est-à-dire la soumission complète, l'abrutissement de la population, qu'elle se résigne à un sort très désagréable, mais surtout pas de vague. Et c'est ça, malheureusement, qu'on inculque à nos enfants aujourd'hui. Et moi, je pense qu'il faut faire le contraire. Il faut leur apprendre à se défendre, il faut leur apprendre à exister, il faut leur apprendre à dire non, à dire merde, à se respecter, ça c'est important, à ne pas suivre, ça veut dire quand il y a détecter les injonctions. C'est pas parce que dans Netflix on fait comme ça, c'est pas parce que sur TikTok l'influenceuse elle dit ça qu'il faut trouver ça génial et qu'il faut suivre. Et il faut donner à cette jeunesse des contre-exemples. Il faut être soi-même exemplaire, je pense, et montrer que la droiture, montrer que la fierté, montrer que parfois la force paye beaucoup mieux que ces comportements lâches et suiveurs qui s'inventent une vie, parce qu'on nous explique que rien n'est plus rebelle que de suivre son groupe d'étudiants, par exemple, qui va faire grève, qui va bloquer son lycée, qui va être éco-anxieux. Mais ça, c'est le suivisme pur, c'est l'absence de recul critique total. Il faut leur apprendre à nos enfants à se détacher de l'influence extérieure, à percevoir tous ces gens qui leur veulent du bien, et à s'en détacher fermement et à exister par eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment la mission parentale de base à laquelle a complètement renoncé l'éducation dite nationale, au profit d'un bourrage de crâne permanent, on fait rentrer dans les cerveaux disponibles de nos malheureux enfants les lieux communs du vivre ensemble et du pas d'amalgame et compagnie, mais ça va en faire des larves et ça va jamais en faire des hommes. Or, la mission d'un parent est de préparer des adultes à faire face à la vie, sûrement pas d'avoir des énièmes moutons qui seront tout fiers de bêler.
Vous insistez aussi sur l'importance du clan et des racines, le fait de connaître ses ancêtres et leur histoire, et vous prenez d'ailleurs la réhabilitation des grands-parents, dont vous soulignez le rôle d'éveil à la continuité du monde. Alors, en quoi est-il important de préserver ce lien entre les générations, de cultiver la transmission et de chérir l'héritage de ceux qui nous ont précédés? Voilà, parce que je pense que ces anciens ont beaucoup de choses à nous apprendre. Malheureusement, on ne les écoute pas, on les enferme dans des EHPAD, et on se prive de leur expérience, de leur présence, de leur transmission. Eux ils sont le lien avec nos ancêtres, avec ceux qui nous forment, parce qu'on est bien plus le fruit des centaines de milliers d'années passées que de notre petite époque actuelle. Et on a tendance à ne pas le voir, parce que notre époque est là, les iPhones, est là elle ressemble plus du tout à ce qu'ils ont connu. Nous, on est dans l'abondance, le confort, celui qui crée la lâcheté, comme disait Shakespeare, et il a raison, et eux, ils ont connu bien d'autres épreuves, et on note qu'ils se sont reproduits, sinon on ne serait pas là. Malgré la guerre de 14, malgré les épidémies, malgré tout ce qu'on peut imaginer, malgré tout ce qu'ils ont enduré, ils n'ont jamais failli à leur mission. Donc on est ce qu'ils sont et on doit être à la hauteur si on veut que nos enfants perpétuent, gardent le feu allumé en quelque sorte. Donc c'est extrêmement important. Donc plutôt que de les abandonner dans des machins gériatriques où ils se font violer d'ailleurs par des repris de justice, eh bien peut-être qu'il faudrait maintenir ce lien familial extrêmement fort, ce lien clanique autour d'eux, et apprendre d'eux tout ce qu'on refuse d'apprendre de par notre époque, et tout ce que notre époque refusera de nous apprendre d'ailleurs. Alors vous parlez aussi de l'idéologie transgenre et vous évoquez une guerre menée à la biologie par un militantisme agressif et délirant qui s'appuie sur de violentes campagnes d'intimidation, mais aussi sur le soutien des pouvoirs publics, de l'université et de la médecine. Alors en quoi doit-on s'inquiéter de la promotion de l'idéologie transgenre et du soutien qu'elle trouve auprès des pouvoirs publics? C'est un gros problème de notre époque aussi, c'est que ce progressisme, généralement, est une forme de compétition entre militants à qui ira le plus loin, puisque pour exister là-dedans, il faut toujours en faire un peu plus que les camarades. Un très bon exemple étant Sandrine Rousseau, qui doit se distinguer perpétuellement par rapport à des individus qui sont eux-mêmes assez dégénérés, me semble-t-il, donc elle doit toujours en faire plus, et pour exister. Donc, comment aller plus loin que les camarades? Une fois qu'on a prôné l'égalité, que ça marche pas, les quotas, les machins, il faut aller plus loin. Donc concrètement, dépasser les hommes, les femmes, dépasser la biologie, essayer de l'annuler par tous les moyens. Comme on n'y arrive pas par les simples sermons, les simples discours, eh bien il faut passer aux actes, il faut des traitements hormonaux, il faut des opérations, etc. Il faut expliquer aux enfants que peut-être ils croient être garçons, filles, ils ne le sont pas vraiment, c'est plus compliqué que ça, ils ont mal compris, on leur a assigné ça à la naissance. Donc il faut qu'ils se remettent en question, et pour le peu qu'ils ne soient pas bien à ce moment-là de leur vie, qu'ils soient en plein doute comme beaucoup de jeunes enfants, eh bien on va appuyer dans leur sens en disant mais c'est parce que voilà, tu n'es pas dans ton corps, on peut changer tout ça, ça va améliorer ta vie. Et malheureusement, ce phénomène de mode qui est assez frappant, même si je ne remets pas du tout en cause des cas réels d'hermaphrodisme, de transsexualisme, ça existe, et c'est évidemment dramatique, et ces personnes font un peu ce qu'elles peuvent avec ça. Mais là, je parle d'une tendance culturelle qui est promue, qui est encouragée par des supports publicitaires énormes, extrêmement puissants. Donc ça a une influence réelle, et on finit par se dire, les hommes, les femmes, construction sociale, ça n'existe pas vraiment. Et c'est une étape de plus vers la négation de l'individu. S'il y a des hommes et des femmes et qui persistent à se comporter différemment, il faut vraiment qu'on augmente les doses, qu'on fasse je sais pas quoi pour corriger ça. D'ailleurs, on le corrige avec des hormones, c'est paradoxal. Si on ne croit pas à la biologie, qu'est-ce qu'il y a à voir là-dedans? Donc on admet quelque part qu'il y a un truc irréductible. Et on essaie, au bout du compte, d'annihiler ces différences au nom de l'égalitarisme. Et c'est évidemment dramatique, et je pense qu'il faut combattre de manière très ferme ces courants, d'autant qu'ils ont cette
comme tous les courants socialistes et progressistes en général, une fâcheuse tendance à l'autoritarisme, c'est-à-dire que si vous êtes sceptique, vous êtes déjà vous êtes phobe, vous êtes, transphobe en l'occurrence, et donc vous êtes disqualifié. Vous êtes animé par un ressentiment, par une haine, par quelque chose qui vise à faire du mal à ces personnes, donc vous n'avez pas le droit à la parole, et même vous seriez beaucoup mieux, socialement exclu, en quelque sorte, vous n'êtes pas du tout légitime dans ce débat, et vos arguments n'ont pas lieu d'être. Et cette tendance est très puissante dans les universités françaises, dans tout ce qui est censé former notre jeunesse à la réflexion. Les sciences sociales, de ce point de vue, c'est devenu le Mordor, quoi. Si vous n'êtes pas sympathisant, féministe, transactiviste, antiraciste, machin et tout ça, vous ne pouvez pas survivre là-dedans, c'est pas possible. Et donc, malheureusement, une grande part de la jeunesse qui veut aller dans ces professions intellectuelles supérieures, socialement valorisées, flatteuses, eh bien, la jeunesse va se conformer à ça, à cette image-là, parfois de manière purement opportuniste, sans spécialement y croire, ou en se persuadant qu'elle y croit. Et ça va faire des générations de gouvernants complètement largués sur ces questions. En France, le niveau de méconnaissance de la biologie est vraiment proprement stupéfiant. On est toujours dans les vieilles lunes sociologiques qui sont... alors, encore une fois, je comprends que ce soit vraiment important pour les socialistes, puisque le socialisme implique un État fort, implique des socialistes. Ça veut dire, s'il faut corriger, il faut quelqu'un pour corriger. Donc il faut des postes, il faut des comités, il faut des commissions, il faut des machins, et on peut caser tous les copains, toute la famille. C'est ce qu'on voit avec l'État aujourd'hui. Plus il y a des problèmes de ce genre à résoudre, plus on peut avoir des crédits, donc... occuper les amis, leur donner des postes, du prestige, etc., sur le dos de la société. Donc c'est épouvantable à tous les niveaux pour la société, parce que ça la divise, parce que ça crée des groupes de pression, des groupes d'intérêt qui n'ont plus rien à voir avec une nation constituée. Vous estimez que là, l'État français a actuellement finalement un fort penchant socialiste, par exemple ? Ah oui, complètement. Moi, je veux bien qu'on dise que la France est un pays ultra-libéral, mais c'est ce qu'on entend aussi assez souvent. On l'entend très souvent, évidemment, mais c'est une méconnaissance complète du mot, de ce qui est en train de se passer. On est l'État qui raquette le plus sa population par l'impôt. 1 euro sur 2 qui est produit dans ce pays est prélevé par l'État. L'État est le plus interventionniste possible dans à peu près tous les domaines. Il n'y a pas un domaine où il n'a pas mis des règlements, des lois, des machins, des régulations, la parole n'est absolument pas libre dans ce pays. On vient de voter une loi pour contrôler, réguler les réseaux sociaux, de toutes les manières possibles. Donc, c'est absolument tout sauf libéral. Ou alors, le mot libéral n'est pas celui qui doit être employé dans ce genre de cas. Il y a une complicité, une ingérence économique de l'État français dans les relations avec les banques, qui n'ont absolument rien de libéral. Ça, c'est ce qu'on appelle le capitalisme de connivence aussi. Juste. Oui, absolument. Et alors, quand on parle après du comportement des individus, souvent on va dire, là c'est sur le penchant libertaire. Par exemple, chacun fait ce qu'il veut. Les femmes couchent avec qui elles veulent, on a le sexe qu'on veut, machin, etc. J'ai le droit d'être une mythe en pullover. Ça, c'est libertaire. Ça veut dire jouissons sans conséquences. Sauf que moi, je dis simplement, c'est très bien, tu peux être libre, mais il y a des conséquences. Et justement, c'est pas à la société de les assumer. C'est pas à l'autre de payer les pots cassés, c'est pas à l'autre de baisser les yeux, d'admettre si, je sais pas, Gérard le Barbu dit « je suis une femme, vous m'appelez Jocelyne », c'est pas à l'autre de faire cette démarche. Gérard fait ce qu'il veut, mais Didier peut continuer à considérer que c'est Gérard et de pas rentrer dans son jeu. Et là, c'est le problème de ces groupes de pression, via l'État, via la force publique, via les lois, machin, c'est d'imposer leur vision du monde aux autres. Et c'est toujours une lutte de pouvoir, une quête existentielle, à laquelle le citoyen normal doit essayer de s'opposer. Comme il doit s'opposer à l'État, mais ça lui fait beaucoup d'ennemis puissants. Est-ce que, justement, l'État n'a pas aussi intérêt à promouvoir le progressisme sous toutes ses formes pour pouvoir aussi renforcer son emprise sur les individus et sur la société ? À partir du moment où l'État, c'est une machine à corrompre. C'est-à-dire, c'est lui qui va choisir qui touche quoi. C'est une machine à créer des privilèges. Il va créer des postes, des offres, des aides, que ce soit même à l'association lambda.
il va, comme ça, choisir qui il favorise. À partir de là, il va créer une compétition au sein de la société pour se partager les miettes de tout ce qu'il prend. Puis 1 euro sur 2, ce sont des sommes énormes, absolument colossales. Donc, tout le monde a intérêt à essayer de récupérer un petit peu une part de sa mise. Donc il y aura des lobbies, il y aura des groupes de pression, des associations machin, des défenseurs de trucs, etc. On va voir le pays couvert de manifestants, de revendications perpétuelles. Même ceux qui s'opposent à l'État, à Macron, machin, vont passer leur temps à manifester contre lui. Donc quelque part, c'est toujours contre le maître que ça se fait. Donc tant mieux pour lui, c'est lui qui est au centre du jeu. Et le pays va se fragmenter en des milliers d'intérêts particuliers divergents. Et ça n'aurait pas lieu d'être si l'État n'était pas voleur comme ça, si l'État prenait à chacun exactement la même chose et de manière modeste et raisonnable, il n'y aurait pas ce combat perpétuel de tous contre tous. C'est l'État qui atomise complètement la société et à son profit exclusif, puisque malheureusement, le citoyen moyen ne voit aucune autre issue que de passer par lui, de nommer quelqu'un d'autre à la place du calife ou je sais pas quoi, pour s'en sortir. Donc, pour lui, c'est génial. Il engrange des sommes faramineuses et phénoménales sur le profit. Vraiment, il s'approprie une part considérable des richesses qui sont créées dans ce pays, sans aucune légitimité, puisque ces missions régaliennes ne sont plus remplies du tout. La sécurité, la protection des frontières, on peut même ajouter l'éducation nationale, ce qu'il était censé assurer au départ et qui justifie son existence, le fameux contrat social qu'on n'a jamais signé, mais bref, peu importe, qui justifie l'impôt librement consenti, ça, il a échoué complètement. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Pas grand-chose. Sinon râler. Il a la force publique pour lui, il a la légitimité conférée par les citoyens, par le vote, par tout un tas de choses. Donc c'est très compliqué de se désengager de ce processus. Et surtout si on ne voit même pas ce processus. Oui, parce que vous comparez aussi l'État à une espèce de mère abusive dans votre livre d'ailleurs. Ah oui, c'est littéralement ça, c'est qu'il promet, Macron vient nous faire des beaux discours de solidarité, il tient par la main les Français, enfin la mise en scène comme ça du pouvoir est hallucinante. Et on voit le petit citoyen qui va venir pleurer à ses pieds, qu'est-ce que vous faites pour les infirmières, qu'est-ce que vous faites pour les machins, qu'est-ce que vous faites et réellement, la plupart de nos concitoyens sont persuadés que Emmanuel Macron peut améliorer leur vie, à eux, bien plus qu'eux ne le peuvent. Et ça, c'est absolument terrifiant. C'est un renoncement à exister qui est un transfert de même plus que de responsabilité, c'est d'âme. On renonce à son âme quand on vit comme ça. Et malheureusement, les opposants à Macron ne rêvent que d'un autre Macron, en fait, que d'un maître, mais qui sera beaucoup mieux, qui va s'occuper de moi beaucoup plus. Donc on ne peut pas s'en sortir si on ne prend pas du recul sur ce problème et si l'individu ne se remet pas en cause à un moment donné en se disant finalement est-ce que tout ça c'est pas le problème de ma passivité, de mon renoncement, du fait que je suis pas d'accord mais je suis quand même et je paye toujours et je ne fais rien de plus. Oui, parce que vous soulignez à la fin de votre livre que justement la lutte pour vous doit avoir lieu à un échelon individuel. Et vous appelez d'ailleurs vos lecteurs à ne pas compter sur un miracle ou un coup d'État, une révolution ou un homme providentiel, mais plutôt à finalement faire preuve de droiture et à incarner en toutes circonstances un idéal humain. Ouais, c'est exactement comme le type qui a une vie de merde et qui va jouer tous les jours au loto en se disant je vais peut-être gagner un jour. Si on mise tout là-dessus, alors peut-être on va gagner, hein, c'est possible, mais le plus souvent on va perdre. Et la politique, c'est un jeu où on joue énormément, on met beaucoup d'argent dans la machine, et la plupart du temps on gagne des réfugiés ou de l'insécurité ou des choses comme ça. Donc les lots sont pas à la hauteur de la mise. Et malheureusement, le citoyen ne voit pas ça, il continue à être à fond dans ce jeu, plutôt que se dire mais peut-être que moi, je pourrais vraiment sensiblement contribuer à améliorer mon existence plutôt que d'attendre un miracle, un truc qui va venir de l'extérieur et qui va me sauver. Parce que cette espérance est une justification de l'attente, de la passivité domestique. Et malheureusement, on se donne une bonne excuse pour ne rien faire et pour disparaître corps et biens, et pour continuer à subir une situation que personne ne veut subir. C'est un réflexe psychologique qui est très difficile à briser. Hein. La servitude volontaire, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. La Boétie a parfaitement résumé ces choses-là. Mais là, c'est plus brûlant que jamais.
parce que les puissances de conditionnement de la population, de divertissement de la population sont vraiment sans précédent. On n'a jamais eu affaire à une telle technique, à la suggestion par l'image, à la permanence de l'information. La vie n'a jamais été aussi dense pour nos pauvres petits cerveaux d'Homo sapiens. Et on a beaucoup de mal à dépasser ça. Et d'ailleurs, notre cerveau, la plupart du temps, est en mode, il traite quasiment plus l'information. D'une semaine à l'autre, il oublie tout ce qui s'est passé. Et il ne peut pas prendre suffisamment de recul pour se détacher de tout ça. Il se dit, si moi j'arrête de jouer, je vais perdre ma place, je vais perdre mon rang, je vais perdre le peu que j'ai à perdre, donc je continue. Et tant pis, on verra bien ce qui va se passer. Donc voilà, peut-être qu'un jour il va gagner au loto, le gros lot, mais j'ai un doute. Parce que vous parlez beaucoup du rôle des médias aussi dans votre livre, notamment dans la promotion du féminisme, du wokisme ou du progressisme. Les médias, et puis aussi les classes intellectuelles, et aussi l'industrie du divertissement notamment. Pourquoi finalement est-ce que les médias poussent cette idéologie selon vous ? Eux, c'est vraiment une question de groupe social. Il y a beaucoup d'opportunisme ou d'individus qui se persuadent qu'ils pensent comme ça parce que tout le monde le fait dans ce milieu-là et qu'il faut le faire, bien plus que des convictions profondes. Les vrais idéologues sont peu nombreux, par contre les suiveurs sont toujours très nombreux. Et si vous voulez faire carrière dans ces milieux-là, dans les médias, les sciences sociales, tous ces secteurs qui comptent, qui donnent accès à l'expression publique, donc la parole aux masses, la puissance d'endoctrinement, il faut être de ce côté-là de la barrière. Parce que si vous n'êtes pas déconstruit, vous ne serez pas sélectionné, votre dossier ne va pas plaire. Et si vous ne faites pas semblant, vous allez rapidement vous faire virer, vous retrouver au chômage. Donc on se conforme comme ça au milieu idéologique. Et malheureusement, chez les journalistes, ça fait longtemps que ça dure. Ça a commencé par l'entrisme trotskiste et la cooptation. Et voilà, il fallait être du bon côté de l'idéologie. Et c'est très difficile de faire changer de tels mécanismes. Il faudrait vraiment des événements cataclysmiques considérables pour qu'il y ait un virage. Il y en a peut-être un qui est en train de s'amorcer, mais ça prend du temps. Et alors, ça peut aller vite parce qu'il y a un effet bande sardine, c'est-à-dire si certains se mettent à dire oui, mais en fait ça va pas et on va penser autrement et tout le monde va suivre le mouvement de peur de manquer ça en disant j'ai toujours pensé comme ça. Donc ça peut arriver, mais pour l'instant en tout cas, malheureusement, ces secteurs sont très loin des réalités populaires, de l'opinion. Je ne sais pas si vous faites un sondage chez les grands médias, êtes-vous pour ou contre l'immigration telle qu'on la connaît actuellement, vous aurez un 90% de oui au minimum. Et si vous faites le même sondage auprès du bas peuple, vous aurez 70% de non au minimum. Donc il n'y a plus aucune représentativité de l'opinion, mais à la limite, eux, ce qui leur importe, c'est est-ce qu'il y a, oui, mais est-ce que les handicapés, est-ce que les minorités, est-ce que les machins, eux, sont représentés correctement, du moment qu'ils sont tous parfaitement progressistes, là, ça leur va. Donc le jeu est évidemment biaisé, et quand on joue à la démocratie et qu'il y a cette puissance de conditionnement contre nous, évidemment, ça va être très dur de gagner. Et alors dans la conclusion de votre livre, vous expliquez que comme toutes les idéologies délirantes, celle qui nous affronte est fragile, que ces excès finalement alimentent sa propre perte, puisqu'elle s'oppose à des réalités profondes et ne peut se survivre indéfiniment. Vous rappelez aussi que les limites existent et que faute de réaction, elles nous seront rappelées cruellement, une telle période ne pouvant se terminer que par un violent retour de bâton. Alors de quelle manière ce retour de bâton pourrait-il se manifester selon vous et est-ce qu'il est encore temps de l'éviter ? Je ne sais pas, très concrètement, Brigitte qui se met à Tinder et qui se dit « je me libère » et qui enchaîne 10 relations par semaine, le retour de bâton sur sa réputation, il va exister très nettement. Les hommes qui vont lui faire la cour ne seront plus du tout ce qu'elle aurait pu espérer si elle s'était comportée de manière à peu près respectable, honorable. Et c'est la même chose pour Jean Célestin, s'il décide de ne pas avoir d'enfants, lui les conséquences, alors il ne les verra pas, mais quand il sera plus là, il sera réellement plus là. C'est-à-dire le fil de la vie qui était ininterrompu depuis les algues bleues il y a 4 milliards d'années s'est arrêté avec Jean Célestin parce que ça tue les ours. Et voilà, les conséquences, elles sont manifestes. C'est-à-dire tout ce qu'il était censé faire, la mission de sa vie, il aura échoué.
Évidemment, ça va se payer très cher sur les individus, mais les idéologies, elles ne s'arrêtent pas comme ça. Les idéologies socialistes en particulier ont été prêtes à massacrer des millions d'individus plutôt que d'admettre que peut-être elles se trompaient un petit peu. Quand on est dans un mouvement idéologique, on ne réfléchit pas à ça, on ne peut qu'avoir raison, on le fait pour la bonne cause, et on est prêt donc à sacrifier le monde entier, en commençant par tous les autres, pour en tout cas ne pas admettre qu'on avait peut-être un petit peu tort. Et ça, on n'a pas encore trouvé de remède miraculeux contre ce genre de croyances, malheureusement. Et surtout à une époque comme la nôtre, particulièrement décérébrée, inculte et vulnérable à toutes les modes, à toutes les suggestions, eh bien c'est très difficile de se vacciner contre ça. Pour conclure, peut-être quel est le point le plus important que nos auditeurs devraient retenir de cet entretien ? Qu'il faut réapprendre à se connaître soi-même, comme disait, je crois que c'est Socrate. Connais-toi toi-même, analyse ce que tu es, va en profondeur étudier ta biologie, tes aspirations, décortique tes sentiments, pourquoi ta peur est là, pourquoi il faut la vaincre, pourquoi il faut faire ça, il faut vraiment se reposer la question de ce qu'on est, de ce qu'on fait là, ce qu'on doit faire. Plutôt que il faut se sortir la tête 2 minutes de cette espèce de course incroyable à l'existence, qui est parfaitement insensée, mais je pense aussi c'est pour ça qu'on court aussi vite, c'est justement pour pas s'arrêter et avoir cette désagréable réflexion sur ce qu'on est en train de faire, de peur de ce qu'on va y trouver, hein. C'est-à-dire que quand quelqu'un est un peu vide, il cherche à se remplir de tout et n'importe quoi pour éviter de regarder ce propre vide qu'il terrifie, que peut-être il ne survivra pas d'ailleurs à une introspection, mais justement il faut avoir ce courage, il faut avoir cette responsabilité de se regarder en face et de peut-être sauver ce qu'on peut encore sauver. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Merci.